Bonjour à tous. Nous allons donc démarrer la session dédiée à la réponse sur incident en milieu industriel. Donc moi je suis Clément Rossi, je suis le délégué général du campus cyber Euromed à Marseille. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur scène 3 intervenants. Sabri, tu as été RSSI d'un grand industriel français et tu es maintenant cofondateur d'une société spécialisée en cyber industriel. Stéphane, tu es donc le directeur de l'offre OT, Cyber OT chez Advance, qui est un des pure players cybersécurité français. Et Loïs, tu es RSSI, responsable sécurité des systèmes d'information de EDF Énergie Nouvelle. Hydro, dommage. C'était l'ancien. C'était l'ancien. Pour démarrer, donc on va parler de réponse sur incident et de gestion de crise. Globalement, on va aborder 4 pans de la discussion, parce que quand il y a un incident de sécurité, c'est qu'avant, normalement, l'entreprise a dû se préparer et mettre en place des outils de surveillance et de détection, puis avoir des processus pour pouvoir faire de la gestion de l'incident de sécurité, puis arriver ensuite à une partie plutôt orientée gestion de crise. Alors justement, quand on a un incident, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il y a eu une action malveillante sur le système d'information. Peut-être, Sabri, pourrais-tu nous rappeler en amont, justement, c'est que cet incident, finalement, il est le maillon d'une chaîne et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant et en amont. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde... ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde la télé, on regarde les pseudo-hacking qui se passent dans les films, on a l'impression que le piratage se fait en quelques minutes, alors qu'en réalité, c'est un process qui dure quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, j'aime bien prendre l'exemple qu'on voit aussi, parce que je prends un peu la télé comme pour illustrer le propos, les films, par exemple, sur les hold-up, par exemple, un film comme Hit, avec Al Pacino et De Niro, où on voit finalement tout le process de préparation du hold-up. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase en amont on va dire, de reconnaissance, de préparation, de collecte d'informations, ensuite d'être présent, aller dans la banque, rentrer dans la banque, essayer de comprendre comment ça fonctionne, voire même déposer des choses dans la banque qui vont venir plus tard être utilisées au moment du hold-up. Et après a eu lieu le hold-up, et aussi il y aura le après hold-up, puisqu'il y a toute la partie track qui se fait. En fait, lorsqu'on a un incident cyber, et ce qu'on appelle dans notre vocabulaire la cyber kill chain, on a toujours toute cette phase qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une phase en amont de reconnaissance. Disons que l'adversaire va essayer de comprendre sa cible, sa présence sur Internet, ses applicatifs sur Internet, ses applicatifs internes. Et quand on parle de système industriel, finalement, quelles sont ses activités industrielles. Ensuite, il va se préparer à aller chercher, à préparer du contenu malveillant, ce qu'on peut appeler des implants ou autres, pour aller les déposer, trouver des chemins d'attaque, jusqu'à arriver à un certain moment où il va activer ces implants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette phase-là peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en fait, dans ce qu'on appelle, nous, la surveillance, un des objectifs principaux de la surveillance, c'est déjà de détecter le plus tôt possible dans cette skill chain l'activité de l'attaquant. Et ensuite, lorsqu'on le détecte, et là on va passer en incident, quelle que soit la phase, on passe en incident, et à ce moment-là, on va répondre avec différentes stratégies, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Après, effectivement, il y a le sujet de la gestion de crise. Disons que la gestion de crise, c'est la phase d'après de l'incident, c'est là où, on va dire, lorsque l'ampleur de l'incident arrive, non, je ne dirais pas l'ampleur, excusez-moi, je dirais plutôt lorsqu'on a déclenché des triggers ou, on va dire, des seuils, le nombre de PC infectés, le nombre d'usines infectées, est-ce que c'est visible à l'extérieur ou pas. Et là, à ce moment-là, on passe en gestion de crise, et là, on active aussi de nouveaux process dans l'organisation. Voilà un peu pour expliquer ce que c'est qu'un incident, finalement, en termes de gestion. Parfait, merci beaucoup. Alors Stéphane, justement, Sabri parlait de la phase amont. Quels sont, au point de vue du défenseur, justement, toute la planification et la préparation, les outils de détection qui sont susceptibles d'être déployés pour améliorer finalement les capacités d'un défenseur? Oui, alors je vais reprendre l'analogie un petit peu là, du braquage de Sabri, qui est plutôt bonne finalement, parce que c'est un braquage informatique, quelque part, une cyberattaque souvent. En fait, ce qu'il faut, déjà, la première chose, c'est d'avoir un moyen de détecter. Ça, c'est clair. Si on n'a pas de moyen de détecter, on va avoir une cyberattaque qu'on va détecter au moment où ça va être un peu tard, soit avec des écrans avec une couleur qui n'est pas super géniale en général, avec des messages qu'on n'aime pas beaucoup, soit avec carrément des choses qu'on ne va pas détecter. Mais on va avoir du vol de données, de l'espionnage, de l'exfiltration, enfin des choses qu'on ne va pas forcément voir. Donc cet outil de détection, il est essentiel.
Sur les systèmes d'informatique industrielle, parce que là on est vraiment sur ce sujet-là aujourd'hui sur Global Industry, la détection, on n'a pas beaucoup moyen de détecter. Pourquoi? Parce que les systèmes industriels, c'est des systèmes qui n'ont pas beaucoup de logs mis à disposition pour les outils de surveillance. Et donc cette phase où on va aller mettre des outils de détection, on passe plutôt par les réseaux. D'accord? Au niveau industriel, il y a beaucoup de communication via les réseaux. Donc on est plutôt sur des sondes de détection réseau. D'accord. Alors maintenant, ça, c'est pas forcément adaptable à tous les cas. D'accord. Ça va dépendre beaucoup de l'architecture. Il y a des réseaux industriels qui vont être dans une usine, par exemple, c'est assez simple à mettre en place. Hein. On a des réseaux qui sont assez bien localisés. Sur les systèmes extrêmement distribués, on va avoir des problématiques. D'accord. On ne va pas forcément pouvoir mettre des outils de détection partout parce qu'il y a un problème de coût. Il y a un problème d'implémentation. Hein. Des fois, c'est pas simple d'aller mettre des systèmes de détection sur des petits systèmes répartis et distribués. Donc cette notion de il faut aller mettre les capteurs hein, quelque part, il faut le faire intelligemment, avec une équation qui va couvrir le risque, mais qui va aussi rentrer dans le budget hein, qui est alloué à cette surveillance. Idéalement, on pourrait tout surveiller, mais ça ne passerait pas. Et une fois qu'on a mis en place des outils de détection, du coup, encore faut-il les paramétrer, les gérer et du coup faire remonter. Quel est le process? Tu peux nous détailler un petit peu plus justement le process de gestion de ce qui est un incident et comment l'escalade que ça peut monter? Ouais, exactement. Alors ça, c'est une bonne chose parce que sur les systèmes industriels, il y a vraiment l'aspect de détection. C'est-à-dire qu'on est là pour détecter un incident. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a détecté? D'accord. Et là, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est l'interconnexion entre les équipes cyber et les équipes métiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir dans cette détection beaucoup de faux positifs, souvent. En cyber, on traite beaucoup de faux positifs, malheureusement. Et pour aller faire cette qualification, est-ce que c'est une vraie alerte? Est-ce que c'est un comportement normal qui n'a pas forcément été tagué comme normal d'un point de vue cyber? Là, il va falloir un échange très fort entre les équipes cyber et les équipes métiers. Donc cette phase vraiment en amont, quand on a installé les outils de détection, il y a une phase qu'il ne faut absolument pas sous-estimer parce qu'elle est essentielle. C'est vraiment cette phase de dire on va créer un processus de communication entre les équipes métiers et les équipes cyber pour qu'elles soient en mesure de savoir quel process mettre en œuvre pour qualifier les alertes. Et ça, vraiment, quand je dis qu'il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le sous-estimer parce que la vraie complexité, elle est là. D'accord. Après, sur comment on met le processus d'alerte, après, ça reste un processus simple. Une fois que ça c'est fait, c'est une équipe de SOC. Hein. Le SOC, c'est le centre opérationnel de supervision de la cybersécurité. Et là, la seule différence avec un SOC qui gère des alertes IT, donc purement bureautique, gestion, un SOC OT, il va falloir aussi avoir certaines capacités fortes de comprendre ce que c'est un automate, quels sont les protocoles qui sont utilisés, parce que l'attaquant va sûrement aller attaquer ce genre de dispositif. Et donc là, il faut une compétence un peu spécifique, OT, dans le SOC aussi, mais jusqu'aux personnes qui vont gérer les alertes. Après, c'est là que c'est peut-être que tu as un autre avis. Justement, donc Loïs, toi tu es RSSI. Donc quand il y a un incident, c'est à ce moment-là normalement qu'on t'appelle. Quel est le métier, quel est le rôle du RSSI? Et justement, pour répondre un peu à Stéphane, comment toi, en tant que responsable cybersécurité, tu dialogues ou tu t'intègres vis-à-vis de tes homologues qui, eux, sont métiers ou industriels? Ouais, ce que dit Stéphane, c'est un point qui est vraiment important. Là, on différencie vraiment l'IT du monde OT. C'est que finalement, quand on a des incidents de sécurité sur le périmètre IT, donc les postes de travail, les applications, finalement, les compétences d'un SOC de niveau 1, les analystes niveau 1, niveau 2, niveau 3, finalement, sont capables de comprendre l'impact, en discutant quand même avec le métier, mais rapidement, de pouvoir nous aider à traiter rapidement les éléments. Là, on est sur la différence sur la partie industrielle, notamment, c'est que aujourd'hui, quand on a un incident, et EDF, c'est un très bon exemple, hein, EDF, on a des entreprises différentes au sein d'EDF. On a commerce, on a hydraulique, on a nucléaire, on a recherche, et on n'a pas du tout les mêmes systèmes d'information, on n'a pas les mêmes travaux sur le périmètre industriel. Et en fait, quand on a un incident, on va arriver vers le SOC en disant il y a un incident sur un automate, sur un SCADA, sur un composant, un capteur, des choses comme ça. Aujourd'hui, le SOC n'est pas en capacité finalement de pouvoir donner une pré-analyse aujourd'hui. Ce que je dis souvent, c'est que le SOC, son rôle, alors moi je mixe SOC IT-OT, je considère que c'est important d'avoir une vision de bout en bout, finalement, un incident IT, notamment avec le monde IT et le monde OT qui sont de plus en plus proches. Clairement, aujourd'hui, un incident IT, des fois, peut déborder sur l'OT, donc il y a besoin d'avoir une vision un peu commune, je trouve. Mais par contre, pour rejoindre ce que dit Stéphane, on va arriver sur un élément industriel.
le SOC niveau 1, niveau 2, en plus, c'est des métiers qui bougent beaucoup. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir voir. Alors moi, je dis souvent, ils font de la préqualification. Donc, ils vont voir des IOC, des indicateurs de compromission, en disant bah, ça, c'est malveillant, on a dû entendre parler parce que l'ANSSI nous a alertés. Mais sinon, concrètement, c'est rapidement, ça redescend vers le métier, où on a des équipes qualifiées qui vont justement pouvoir dire bah voilà, cet incident, c'est sur cet automate. Cet automate, je le connais, l'impact, c'est ça, et on va pouvoir travailler ensemble. Et donc, moi, mon rôle, justement, en tant qu'RSSI, c'est faire ce lien entre, justement, l'incident de sécurité qui arrive, où j'ai déjà, moi, une vision en termes d'impact métier, parce que l'objectif numéro 1, c'est que la prod continue, qu'on turbine de l'eau, qu'on gère encore ces sujets autour de ça. Concrètement, quand on a un incident de sécurité, ben, rapidement, on va essayer de se dire, OK, est-ce que l'impact, finalement, il est fort d'un point de vue métier ? Oui ou non? Est-ce qu'on va concrètement devoir arrêter de la production? Est-ce que finalement on dérègle finalement les pratiques, les process qui sont actuellement en place? Et on va travailler au plus près avec les automates, avec le métier, pour finalement se dire comment on traite ça et de mettre en place une chaîne autour de ce sujet. Et le dernier point, peut-être pour finir sur ce sujet, il est aussi important, et notamment dans l'industriel. Aujourd'hui, quand un incident qui arrive, ça peut impacter le process, mais il ne faut pas que la décision de traitement impacte encore de façon pire le process industriel. Concrètement, on peut dire, prévision, on va tout couper, sauf que aujourd'hui, la disponibilité du service, le process peut être compliqué. Donc il y a un vrai besoin d'échanger avec le métier, avec la direction, avec les automaticiens, en disant finalement, voilà, ma résolution de l'incident, est-ce que ça va être pire ou pas, ou est-ce qu'on va trouver les bons? Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a différentes personnes qui ont différents avis qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais voilà, c'est aussi le rôle aussi de mettre le dialogue, finalement, de réfléchir de quelles solutions on va mettre en place pour que ça touche le moins le process industriel et que finalement qu'on arrive aussi à sécuriser tout ça. Merci. Peut-être Sabri, tu voulais compléter. Moi, je voulais t'interroger justement, venant à la fois côté ancien responsable sécurité des systèmes d'information d'un groupe industriel, tu es maintenant côté offreur, tu fais du conseil et de l'accompagnement. Comment on dialogue avec ces métiers et comment on construit la connaissance côté équipe cyber du processus métier? Et est-ce qu'on parle finalement, on arrive à parler le même langage entre des gens qui sont très cyber et des gens qui sont très industriels? Alors, une des premières étapes, lorsqu'on a... Alors, en fait, cette première étape, elle est intéressante pour la partie détection, mais pour toute démarche finalement de cyber dans une usine, elle passe forcément par une première, je dirais, modélisation on va dire, de l'unité de production. Ça, c'est important, cette modélisation, parce que ça va déjà mettre autour de la table, d'un côté, l'équipe cybersécurité, l'équipe de l'usine, voire aussi les autres équipes de la DSI, les équipes réseau, les équipes serveurs. Donc, du coup, ce premier, je dirais, langage, ce premier partage, on va dire, d'éléments de vocabulaire va se créer à ce moment-là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce qu'a cité aussi Stéphane, c'est finalement, on va évaluer le risque. Que malheureusement, et comme tu l'as dit, j'étais responsable cyber sur un périmètre où j'avais à peu près 950 usines. À un moment, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout traiter. Et donc, il faut avoir une approche par les risques, une approche par aussi on va dire la classification. Donc ça, c'est l'ANSSI était là ce matin. Donc l'ANSSI propose sur son site une méthode de classification des actifs industriels avec une approche par les risques. D'ailleurs, cette méthode va être bientôt, j'espère, une mise à jour va être bientôt publiée. Et donc, elle permet finalement d'avoir cette vision à la fois process et d'un côté, dans une vision risque. Et du coup, la classification qui va avec. Parce qu'en fait, j'emploie un terme, c'est tous les systèmes, toutes les usines ne se valent pas, malheureusement, dans un groupe. D'un point de vue, je dirais, classification cyber. Je vais vous donner un exemple. Dans un groupe où j'ai travaillé, on avait dans le top 5, même l'usine numéro 2 du groupe, finalement, elle a été exclue du périmètre cyber. Pour une raison simple, c'était son niveau d'automatisation. Donc on s'est dit, l'exposition à la menace cyber est très basse. En plus, c'était une usine qui était localisée sur une île en Méditerranée, avec tout un contexte qui fait qu'on s'est dit, le risque était élevé. Donc l'approche par les risques, finalement, nous a mis dans une posture où on a exclu des usines, voire des systèmes de la surveillance, ce qui permet d'un côté aussi d'être très efficace, finalement d'aller se concentrer sur l'essentiel et surtout d'être efficace dans la réponse. Comme l'a dit Loïs tout à l'heure, il y a une première phase qui est la qualification de l'incident, l'évaluation de l'impact.
Et c'est ça qui va déterminer les prochains pas. Et du coup, avoir cette carto dès le départ, faite en amont, avec des outils qui sont aussi, je dirais, configurés pour prendre en compte certains équipements dans l'usine, est un levier pour accélérer la réponse à incident. Encore un autre exemple très, très fréquent, lorsqu'on fait cette modélisation, on voit que dans l'usine, il y a différents types d'automates. Et même dans une usine, tous les automates ne se valent pas encore une fois. On a des automates de subsidiaires, ce que j'appelle des subsidiaires, je sais pas, des automates qui sont liés par exemple à la gestion des pompes pesées dans l'entrée d'une usine. On a des automates pour la partie gestion de l'énergie. Voilà, il y a différents types d'automates avec des fonctions différentes et surtout des niveaux de criticité différents. Et c'est ça qu'il faut collecter et surtout l'intégrer dans l'automatisation du SOC. C'est-à-dire qu'on peut décider, par exemple, lorsqu'on a des automates de sûreté, de dire si j'ai un événement qui est généré par cet automate, qui a un niveau de sévérité, par exemple, moyen, et je vais automatiquement élever le niveau de sévérité de cet événement à élevé parce que c'est un automate critique. Alors que pour le même modèle d'automate à côté qui a une fonction de moindre importance par rapport à l'outil de production, on va laisser par exemple sur un niveau de sévérité qui est moyen. Et c'est ça en fait qui fait qu'on arrive à être efficace dans la cyber. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on fait. C'est du temps. La bonne nouvelle, ce n'est pas des outils à faire, c'est du temps passé. Il faut se mettre autour de la table. Et comme je le disais en introduction, ça crée un peu la discussion, ça met le vocabulaire sur la table et ça va les gens vont apprendre à se connaître. Peut-être, Stéphane, pour pouvoir compléter, c'est-à-dire, et après je te passerai la parole, Louis, mais c'est sur ce volet détection, on est très dans des process et dans de la technique, mais la cybersécurité, les impacts sont aussi humains. Et donc, je voulais te questionner justement sur comment on fait pour préparer les hommes, et notamment dans des milieux industriels où les enjeux de sûreté et sécurité sont très présents. Finalement, il y a une conscience du risque qui est peut-être plus développée que dans d'autres domaines. Donc, comment on se prépare, et notamment en termes d'exercice de gestion de crise, etc., pour pouvoir embarquer et trouver finalement les bons réflexes quand un incident est déclaré et se mesure. Ouais. Alors, je vais répondre juste dans 30 secondes. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Loïs tout à l'heure, qui me paraît super intéressant. Qui est comment le SOC en fait, va aller réagir à un incident. Et notamment, ce qui est très, très important, c'est de ne pas empirer la situation. Et en fait, le SOC, pour moi, aujourd'hui, chez Advance, on s'interdit à ce qu'il y ait de la remédiation dans le SOC sur les systèmes industriels. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait réellement empirer la situation. En coupant un flux, on pourrait très bien mettre le système dans un état non sûr, qui serait beaucoup plus grave finalement que la cyberattaque. Donc il y a ce côté-là quand même qui est majeur dans la relation entre les équipes métiers, sachant, et le SOC, c'est cette notion de le jour où il y a un incident, tout ce qui va être réaction devra être fait par les équipes métiers et les équipes sur site qui connaissent leur process industriel. Ça c'est vrai chez nous en tout cas, et ça sera vrai je pense pendant plusieurs années. Il y a certains SOC qui ont certains niveaux de délégation pour certains actes bien précis, mais je trouve que aujourd'hui c'est pas quelque chose moi que je permets. Donc pour rebondir sur la partie préparation, donc ça la préparation c'est essentiel. Alors moi je fais toujours le raccourci avec tout ce qui est système incendie en fait. On est très très proche de ça. Un système finalement cyber, c'est ni plus ni moins que des détecteurs de fumée. On espère n'avoir jamais besoin d'avoir à réagir face à un détecteur qui sonne, mais on s'entraîne tous les ans. On fait une évacuation de bâtiments tous les ans. On a des extincteurs qui sont mis partout dans l'usine. On connaît le numéro des pompiers, d'accord. On s'entraîne toujours. Il y a des secouristes du travail. Enfin, on est prêt pour l'incident, pour l'incendie, même si on espère qu'il n'arrive jamais. Pour la cyber, il faudrait avoir la même approche. On commence à l'avoir. On a les détecteurs de fumée. On a les pompiers qui sont là pour interagir. Maintenant, c'est une question que vous pouvez poser dans vos organisations. Est-ce que tout le monde connaît le numéro des pompiers? Oui. Est-ce que tout le monde connaît le numéro des pompiers de la cyber? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est à jour dans les documents de PCA-PRA? Je ne suis pas sûr non plus. Souvent, justement, en revenant sur l'exercice, moi, souvent, on fait des exercices de crise et j'inclus, moi, toujours les équipes opérationnelles dans l'exercice de crise. Je leur dis, voilà, et on l'a fait il y a récemment là, pour une usine site Céveso, on s'est vraiment amusé. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les équipes opérationnelles étaient peu impliquées dans l'exercice de crise cyber. Souvent, on va impliquer les RSSI, les équipes IT. Et là, je leur ai mis un ransomware sur le SCADA. Mine de rien, c'était super intéressant parce qu'ils se sont vus avec des ransomware. C'est simulé, bien sûr, mais des SCADA sur lesquels il n'y avait plus d'affichage.
Et là, ils se disent, mais oh là là, mais mon process est arrêté, mais dans quel état il s'est arrêté? Ah ben, on ne sait pas. Et ben, on reprend les milliampères-mètres et on va reprendre du 420 milliampères sur les capteurs, alors que l'usine est potentiellement dans un état à risque. Est-ce qu'on prend la décision d'envoyer les opérateurs sur les endroits les plus sensibles de l'usine, alors qu'on n'a pas de visu du tout sur le process? Ça, c'est des questions. Deuxième question, c'est OK, on va appeler tout de suite les équipes de réponse à incidents cyber, parce que là, le ransomware, il est clair sur les écrans. Oh là là, c'est qui déjà le prestataire qui fait la cyber là? On cherche dans le document, on passe un bon quart d'heure, un quart d'heure en cyber sur une crise, c'est grave. Donc voilà, donc faut être prêt, faut être entraîné, et il faut, pour moi, absolument impliquer les équipes cyber et opérationnelles. Pour faire, du coup, Loïs, tu partages ce constat-là sur à la fois la préparation et sur le fait de pouvoir parler un langage commun et impliquer tout le monde? Oui, par exemple, une blague qu'on a souvent entre nous, les gens du Laboti, notamment du Césin, c'est le fameux DICT, où finalement, quand on va parler DICT, on ne sait pas même langage du tout entre le monde industriel et le monde de la cybersécurité. Expliciter. Le DICT, d'un point de vue cybersécurité, c'est la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité. C'est les valeurs cardinales. En gros, oui. un système d'information optimal, c'est un système C'est notre Bible. C'est notre Bible aujourd'hui, sur quoi on travaille, etc. Là où quand on parle, notamment chez moi, de DICT, c'est plus des travaux qu'on va faire sur... Alors c'est quoi l'acronyme exactement? Je ne l'ai pas. L'acronyme de DICT Ah ouais, on fait des blagues, mais on s'en souvient même plus, vous voyez. Mais en gros, c'est toute la partie plutôt travaux et tout ce qui est planification. Donc en fait, quand on a ce même langage, concrètement, on se rend compte des différences de langage. Pour revenir sur ce qui a été dit, je suis à 100% en phase. Notamment, j'ai vraiment vu chez moi, par exemple, on a fait le choix, avant on était justement fait des exercices de crise avec que la partie SI, Indus, SI ou cyber. En gros, on teste nos process, etc. On était tous contents, super. On s'est décidé il y a 2 ans justement de dire, OK, on va faire un vrai exercice de crise avec jusqu'au groupement d'usines, jusqu'à l'automaticien, jusqu'à la direction métier de l'unité, on va dire la direction d'unité, pour vraiment tester justement comment ça se passe et comment ils réagissent. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, donc déjà, on a pu tester les process internes, finalement les palliatifs métiers, comment ils fonctionnent concrètement si on ne peut plus gérer les badges ou les caméras de sécurité. OK, on appelle le gardiennage. Ah ok, c'est ce qu'on pense. Comment on gère par exemple si l'impact aujourd'hui d'un sujet cyber, on se rend compte que finalement on a plusieurs usines sur une vallée, et comment on fait pour se déplacer rapidement pour pouvoir les conduire en local? On n'a peut-être pas assez de gens. Donc ça a posé plein de questions et ça a permis surtout à la fin de parler plus simplement de cyber parce qu'en fait les gens se rendent compte. Moi je dis souvent qu'en cybersécurité industrielle, on a du retard, mais les gens ils sont conscients du risque. C'est-à-dire que concrètement, on leur explique par A plus B et les gens comprennent très rapidement que on parle de sûreté aujourd'hui de leur processus. Les processus numérisent de plus en plus. Aujourd'hui, on n'est plus sur des ports série ou des vieux automates qu'on avait avant. Maintenant, on a de l'IP, on a même maintenant des automates virtuels qui commencent à émerger. Voilà. Tout se numérise. Et en fait, quand on arrive à leur faire expliquer et leur faire comprendre qu'aujourd'hui, en fait, le risque, c'est simplement que leur processus industriel qu'ils chérissent depuis des dizaines et dizaines d'années chez moi, enfin, l'hydraulique, ça a quelques années, on va dire, mais en fait, ils se rendent compte que finalement, OK, il y a un vrai sujet, il y a un vrai intérêt à y aller, et en fait, ils avancent rapidement. Donc l'intérêt de faire ces exercices de crise, ça permet de tester les process, pas être qu'entre eux dans notre bulle d'argent de la partie SI et cyber, parce que finalement, s'il y a une cyberattaque, ça va chez eux. L'impact, c'est chez eux. Et puis, aussi de voir finalement, aujourd'hui, de pouvoir communiquer derrière autour de ces éléments. Et puis voilà. Sabri? Je vois qu'on a presque un peu plus de temps. Alors, je vais rajouter, je me permets un point qu'on a, un type d'incident aussi qui est moins visible, c'est les incidents des fournisseurs. C'est-à-dire que lorsqu'on a... Qui est un sujet de Nice 2 dont on parlait ce matin. Qui est un des sujets de Nice 2. Notamment avec une particularité dans le monde industriel, avec 2 types de fournisseurs. Le premier, c'est... déjà, on a les fournisseurs, ceux qui sont là, malheureusement, qui peuvent être aussi des victimes du cyberattaque. Et donc, la première chose, c'est que déjà, ces fournisseurs peuvent, dans certains cas, avoir des informations hyper critiques, en tout cas des informations sur le système industriel de leurs clients, des identifiants et des mots de passe d'accès distants. Ils peuvent avoir des informations sur le système industriel lui-même, sur des adresses IP, des équipements, des typologies, sur lesquelles on peut en déduire aussi des vulnérabilités potentielles, des façons d'exploiter ces faiblesses-là.
Donc ça, c'est une première typologie d'incidents à gérer. Donc généralement, malheureusement aujourd'hui, il y a peu de transparence entre les fournisseurs et leurs clients sur cette partie-là. Effectivement, avec NIS 2, ça va amener aussi, ça va tirer la filière vers le haut, on va dire ça comme ça, on l'espère du moins. Et il y a un deuxième type de fournisseurs aussi qu'on parle un peu moins, encore moins que les premiers, c'est finalement les fournisseurs métiers, c'est-à-dire par exemple ceux qui amènent de la matière première dans l'usine pour produire. Donc ces fournisseurs-là aussi, ils sont à prendre en compte dans le giron de la gestion d'incidents, parce que si, par exemple, j'en mets un exemple, je faisais dans le verre, si on n'avait pas de la silice, donc du sable qui arrivait dans l'usine, le four verrier ne produit pas. Et donc c'était important aussi de s'assurer que le fournisseur, après qu'il peut subir un incident, malheureusement, voilà, ça peut arriver, mais qui est aussi dans la gestion de crise, dans les process de gestion de crise, ces cas d'incident, on va gérer cette relation avec le fournisseur. Il y a le sujet aussi de la continuité d'activité en ayant des fournisseurs aussi alternatifs et autres. Donc tout ça aussi sont des scénarios de gestion de crise, d'incidents à prendre en compte. Oui, Loïs. Juste pour rebondir, ce que dit Sabri, c'est super intéressant. Moi, j'ai eu un cas où j'ai appris grâce à ça. Alors, je ne vais pas donner d'exemple vraiment très concret, mais dans une vie professionnelle que j'ai eue et que j'ai, on a eu en fait un gros fournisseur d'équipements assez important aujourd'hui qui a été victime d'une cyberattaque. On se dit, c'est pas grave, il n'y a pas de numérique, etc. Sauf que la conséquence a été quoi? C'est en fait, donc, ils n'ont pas pu construire en fait, le gros équipement qui était un très gros équipement assez important pour des chantiers. Ce qui a fait que le chantier chez nous a dû être décalé de 6 mois. Donc imaginez pour ceux qui font des chantiers, un décalage de 6 mois, ce que c'est en termes de planning, en termes de coûts, etc. Et en fait, naïvement, je dis, c'est cool, en fait, c'est pas un problème, on n'est pas reconnecté, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Sauf qu'en fait, on se rend compte derrière qu'il y a la cyberattaque, un peu conséquence numérique directement, mais finalement, la conséquence sur la chaîne, les chantiers, les chaînes de production, qui finalement sont aussi chers des fois que tous ces sujets. Donc voilà, c'est un vrai exemple et ça arrive de plus en plus sur ces sujets, quoi. Et je vais rebondir là-dessus. Il y a, bien sûr, c'est lié à NIS 2, mais il y a un point clé quand même, c'est que les fournisseurs aujourd'hui, les intégrateurs sont beaucoup moins matures en cybersécurité que les utilisateurs finaux finalement. Et là-dessus, il y a quelque part une responsabilité à avoir finalement sur ces fournisseurs, de s'assurer qu'ils soient au bon niveau cyber, parce qu'à la fin, c'est nous qui sommes impactés, l'utilisateur final, quoi. Et ça, il y a quand même une question de coût. Tu parles de coût s'il y a un délai, mais il y a aussi un coût pour implémenter la cyber, c'est chez gens-là qui ne sont pas matures. Et là, il y a une problématique quelque part aujourd'hui qu'il va falloir essayer d'adresser. Donc je pense qu'en termes de réglementation, ça va accompagner, la NIS 2 va aider. Mais il y a quand même... Et le Cyber Resilient Act aussi, normalement, est censé... Jusqu'aux composants, exactement. Donc la réglementation va aider, mais je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement de ces acteurs-là, de la part de leurs clients finalement, ou de leurs fournisseurs. Je pense qu'il y a une chaîne à créer entre clients et fournisseurs qui est vachement importante là-dessus. Juste sur ce point, c'est important, notamment pour les industriels aussi, un règle, c'est qu'on ne peut pas, nous, clients, dire juste vous devez faire de la sécurité, point. Il y a beaucoup d'ici d'industriels qui ne connaissent pas la cyber, etc., genre à l'état de l'art. Donc on a ici notre obligation d'être très concret, en fait, comme tu dis, où j'ai un exemple, moi, d'un fournisseur où on leur disait juste mettez la sécurité à l'état de l'art. Conclusion, c'était catastrophique. Par contre, quand on a travaillé avec lui, on était très concret en ce qu'on veut en termes d'exigence. Ça a totalement changé. Ils étaient plutôt demandeurs de ça. Et que c'est aussi à notre rôle, nous, d'exiger contractuellement de la sécurité chez nos fournisseurs. Parce que quand on discute, notamment avec des gros turbiniers européens, j'avais des discussions il y a quelques années, où en fait, on venait leur voir et ils disaient mais demandez-nous de la cyber, les équipes cyber du turbinier, qui était un gros leader mondial, qui me disait parce qu'en fait notre board, si vous ne demandez pas de la cyber, ils vont pas mettre de l'argent sur la R&D, etc. Donc c'est aussi le côté, c'est aussi notre rôle d'aider finalement ces sociétés à monter en compétences, quoi. Et pour faire un peu, alors la question s'adresse à vous trois, pour faire le lien, comment on gère un incident de sécurité chez un fournisseur matériel qui peut être critique dans une usine? C'est des cas avec lesquels vous avez déjà été confrontés? Oui, l'exemple que je donnais de fournisseurs critiques, de composants critiques à une cyberattaque. Moi, ce n'était pas des sujets numériques, d'échange, etc. Mais voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des décalages de chantier. Donc comment on gère? On travaille avec eux, on essaie de cloisonner au maximum, on accompagne. Là, c'est sur les impacts, mais techniquement, sur un équipement qui aurait été déployé chez toi. Moi, heureusement, j'ai pas eu ce type de sujet. Alors, on a des sujets Log4j, mais c'est plus de l'IT un peu classique, où finalement on travaille, on détecte où est cet équipement. D'où l'importance extrêmement forte de l'inventaire. On n'en a pas parlé,
Mais finalement, le cœur de tout ça, et si tu en as parlé un peu au début, c'est que concrètement, moi j'aime beaucoup donner cette image, ceux qui me connaissent savent que je la donne tout le temps, mais c'est le pompier qui arrive devant un immeuble en feu, l'immeuble il crame, les pompiers ils arrivent en disant vous savez où sont le gaz, les chambres, les habitants, etc. Ah bah non, j'ai pas de carte, bon ça crame, on va essayer de détecter. Et c'est pareil pour l'IT ou l'OT, c'est qu'aujourd'hui si on n'a pas d'inventaire clair de solutions qui sont présentes, de composants, de leur version, les firmware, etc. Quand on a un incident qui arrive, et on en a de plus en plus, notamment Sabri s'amuse toutes les semaines à nous publier les dernières vulnérabilités industrielles et ça déprime à chaque fois. Mais concrètement, on voit que ça explose et si on ne sait pas ce qu'on a, concrètement, on ne peut pas finalement protéger, quoi. Ouais, non, je partage tout ce que tu as dit là. Je pense sur ce côté aujourd'hui. Si on parle par exemple du Cyber Resilience Act qui va arriver, je pense que ça va être un élément qui va permettre d'augmenter le niveau de cybersécurité des équipements, mais c'est pas suffisant en fait. Je pense que cet accompagnement de leur dire entre guillemets pardon, moi je fais un teaser. Mais en fait, souvent il y a quand même une demande de la part qui est voilà, et le côté pragmatique en fait que remonte Loïs est clé en fait. La cybersécurité, on en fait des fois un monde, mais c'est souvent du bon sens, du pragmatisme. Et la réglementation va aider à avancer. Mais je pense que si un client demande à son fournisseur, voilà moi ce que j'aimerais bien que tu améliores dans ton produit, je pense qu'en effet les fournisseurs sont très demandeurs de cette information-là. Et il ne faut pas hésiter à créer ce dialogue. Parfait. Sabri. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Vas-y. Quelques mots de conclusion, vas-y. Non, mais pour la conclusion, juste pour reprendre un peu les points essentiels finalement qu'il faut retenir des discussions. Et la première chose, c'est faire son inventaire, avoir une visibilité sur les composants, on va dire, qui sont déployés dans les usines, leur criticité. Donc vous pouvez, là, pour ça, les analyses de risque, c'est très bien documenté aussi sur le site de l'ANSSI. Vous avez des méthodes, notamment au niveau de IBIOCRM. Vous avez tout ça, méthode de classification des actifs industriels. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont déjà disponibles, qui peuvent être dès maintenant activés. Alors, on parlait aussi de NIS 2 qui va venir, mais finalement, c'est fondamentaux. Il n'y a pas besoin d'attendre NIS 2 pour y aller. Il n'y a pas besoin d'une analyse de risque. C'est quasiment aujourd'hui obligatoire. Donc il faut la faire. NIS 2 va le demander, tant mieux, l'entreprise, l'industriel sera dire « moi je l'ai fait ». C'est déjà pas mal pour démarrer la conformité à NIS 2. Donc il faut faire ce travail d'analyse, je dirais encore une fois, inventaire, classification, la connaissance des acteurs, que ce soit côté SOC, côté usine. Alors, on parle beaucoup de notion de correspondant. Moi, j'aime pas ce terme-là de correspondant sécurité dans les usines, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais d'avoir les sachants, il faut connaître qui est capable de répondre à la question qu'est-ce que fait cet équipement, quelle est sa criticité, quel est son impact si on le débranche, enfin en tout cas on l'isole du réseau. Donc il faut avoir ce réseau de sachants et ça prend du temps à se construire. Donc il faut le démarrer très très tôt. Donc ça c'est les prérequis. Une fois qu'on a ça, la deuxième phase c'est de définir c'est quoi ces process de gestion d'incident. C'est qui fait quoi à quel moment, à qui j'escalade. Ça, c'est important. Il faut aussi ne pas avoir peur aussi d'intégrer le directeur de l'usine. C'est lui quand même à la fin qui est responsable de l'activité et finalement celui qui prendra les décisions à la fin. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est le directeur de l'usine. Donc il faut aussi le sensibiliser et l'intégrer dans le process. Donc ça, c'est les actions déjà, les premières actions à lancer avant de partir sur toute une démarche globale. Ça, c'est vraiment les prérequis. Stéphane, peut-être surcompléter après les prérequis? Non, j'ai pas grand-chose à compléter. Je pense que après, c'est pas des questions qu'il faut se poser, quoi, en fait. Moi, on refait le lien, je pense, avec la sécurité incendie. Tout nous paraît naturel dans la sécurité incendie, d'accord. Il faut vraiment faire un parallèle, se poser les mêmes questions pour la cyber, exactement. C'est-à-dire que tout ce qui est dans une usine en termes d'incendie, est-ce qu'on a l'équivalent pour tous les points côté cyber? Je pense qu'en termes de pragmatisme, aujourd'hui, vous parlez à quelqu'un dans l'usine. Ça lui parle, il sait quoi faire. Parfait. Loïs? On va pas répéter, mais il y a un point qui est super important, le pragmatisme, et notamment, faut aussi la réalité, c'est que dans beaucoup de sociétés, on a beaucoup d'usines, beaucoup de systèmes, etc. Il faut aussi être conscient et accepter qu'on ne peut pas tout traiter.
Et c'est ce que tu disais qui était extrêmement important. C'est finalement, c'est quoi les risques, c'est quoi l'impact, c'est quoi aujourd'hui, est-ce que ça impacte la sûreté, est-ce que ça impacte autour de ça. De prioriser finalement ces combats parce qu'il n'y a pas de budget pour tout faire, on n'a pas le temps pour tout faire, on n'a pas les moyens pour tout faire. Finalement, c'est travailler avec le métier et se dire aujourd'hui, c'est quoi vos événements redoutés, de qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui, c'est quoi l'impact. Il y a des questions très simples et notamment au 16 ans, on a sorti quelques livrables pour justement aider à comprendre et à se poser ces questions. Mais après, derrière, voilà, c'est d'y aller étape par étape. On a des référentiels qui existent, de faire la méthode un peu de la tâche d'huile, que j'aime beaucoup donner. On commence un peu par le centre et puis ça va se couler progressivement. On part de loin, la partie cybersécurité industrielle, mais clairement, on a beaucoup d'acteurs motivés. On parle de sûreté, les gens comprennent rapidement. Et puis voilà, il faut y aller progressivement, ça va plutôt aller, quoi. Et voilà. Mais il faut pas attendre dans 3 ans, Nice 2 pour s'y mettre, quoi. Il faut commencer dès maintenant. Donc la cybersécurité, une affaire de tous, que l'on soit plutôt côté cybersécurité, équipe IT, mais aussi, vous aussi, qui n'êtes pas des experts cyber, et qui êtes des responsables OT et des process industriels, la cybersécurité est votre affaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Pour cette table ronde.